Bienvenue dans l'Africa News, notre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à la situation des handicapés sur le continent africain. Le dossier du jour s'intéressera aux artistes africains présentant un handicap. Et au sommaire également de cette émission, la Centrafrique se prépare au forum de Bangui des Assises nationales qui vise à sceller la réconciliation nationale avant la tenue de l'élection présidentielle. Les Togolais iront aux urnes ce samedi 25 avril pour élire leur président. La CENI rassure et garantit que tout a été mis en œuvre pour garantir un scrutin libre, transparent et apaisé. En troisième partie, retour sur le drame de ce dimanche lorsqu'un chalutier avec à bord des centaines de migrants a fait naufrage au large des côtes libyennes. Un drame qui a mis en lumière le trafic d'êtres humains. Et puis le Rwanda poursuit sur la voie de la croissance grâce à des emprunts obligataires. Alors, bonne ou mauvaise chose? Nous tenterons d'y répondre dans cette édition avec nos éditorialistes Jean-François Akandji-Kambé. Jean-François, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Gracien Rukindi-Kiza, Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et puis notre invité est auteur, compositeur, guitariste, chanteur camerounais. Il est connu et reconnu, il s'agit d'André Marie-Talla. Monsieur Talla, bienvenue parmi nous. Bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La Centrafrique se prépare à de nouvelles élections pour mettre fin à la période de transition. Étape très importante pour la réussite de ce scrutin. Le forum de Bangui qui est prévu du 4 au 11 mai de cette année. Et le pays s'active à la préparation de cette conférence. Un code de bonne conduite a d'ailleurs été signé par les différents protagonistes. Ibra Khadindiaye. Les préparatifs du forum de Bangui se poursuivent. Plusieurs concertations entre le gouvernement et les représentants des groupes armés ont eu lieu ces derniers jours. Les discussions ont pris fin ce jeudi 23 avril et ont permis la signature d'un code de conduite pour la réussite de ce dialogue inclusif. Le forum de Bangui a déclenché une dynamique positive qui a conduit à cette signature. C'est la première fois qu'il y a ainsi un engagement de la part des forces sur le terrain. Jusqu'à présent, on avait des conférences, à la conférence de Brazzaville, à la conférence de Nairobi. C'est plutôt un signe positif pour le forum de Bangui. Le code de bonne conduite marque un engagement d'aller à la discussion et d'aller à la discussion sans surenchère, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, et donc sans des ultimatums donnés sur le terrain. C'est une bonne chose. Dans ce code de bonne conduite, les groupes armés s'engagent à participer au forum dans un esprit de sérénité et d'apaisement. Seuls les groupes armés des ex-Séléka du FPRC, la branche dirigée par l'ancien président Michel Djotodia, ont refusé de signer le texte. Le FPRC n'a pas signé, ça c'est un regret. C'est un regret et c'est une demi-surprise parce que Michel Djotodia est sur une autre stratégie depuis fort longtemps et je crois que Michel Djotodia a beaucoup investi sur l'accord de Nairobi. Souvenez-vous que l'accord de Nairobi a été négocié sans le gouvernement centrafricain, donc essentiellement entre Michel Djotodia et François Bozizé. Par voie de conséquence, il les mettait au premier plan. Et souvenez-vous aussi que au début du processus de Nairobi, il y avait une condition sine qua non qui était celle de l'impunité. Et peut-être que Michel Djotodia tient à cela. Rappelons que le comité technique d'organisation du Forum national de Bangui sera dirigé par la ministre de la Santé publique, Marguerite Samba Maliavo. Le forum intercentrafricain aura lieu du 4 au 11 mai 2015. Gracien, le forum a été maintes et maintes fois repoussé. Dernière polémique en date, la nomination du comité d'organisation. Parallèlement, il y a eu les pourparlers de Nairobi. Ça a l'air très compliqué d'organiser ce forum de Bangui. Oui, c'est très compliqué parce que déjà en Centrafrique, il y a beaucoup d'acteurs. Souvent des acteurs qui, je les respectais bien, mais qui n'ont pas vraiment d'une grande importance, et disons sur le terrain pour représenter quelque chose. En même temps, c'est que à Nairobi, ce qu'on a vu, c'est que les protagonistes qui sont, on peut dire, qui sont des parrains des groupes armés, qui pourraient être des parrains des groupes armés, étaient là, se sont entendus justement au niveau de, disons, pour qu'ils ne soient pas poursuivis. C'est normal, ils essaient de se protéger. Et on se retrouve à Bangui avec des gens, des politiciens, la société civile, des gens qui veulent la paix et surtout qui veulent avancer. Il faut dire que les questions sont nombreuses, il y a beaucoup de solutions à trouver. Et il faut vraiment que les Centrafricains s'activent au moins pour régler deux choses. D'abord, le désarmement,
tout ce qui est de ces milices, désarmement, cantonnement, tout ce qu'il faut faire. Et aussi les élections prochaines, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger la transition. Donc c'est la question principale à régler au cours de ce forum. Alors Jean-François, les travaux s'articuleront autour de commissions sur des thèmes comme la cohésion sociale, l'économie, le pardon ou encore la lutte contre l'impunité. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail, mais ça fait un travail qui est nécessaire à Mira dans ce pays. Et j'entendais tout à l'heure dans le reportage que le forum de Bangui était présenté comme un acte préparatoire des élections. À mes yeux, il est plus que cela. C'est un acte de refondation d'un État qui a été totalement détruit, donc il faut reconstruire à tous égards. Et le forum de Bangui, c'est cela. Et les différents thèmes que vous avez évoqués, il y a le thème de la gouvernance économique, le thème de la gouvernance sociale, il y a le thème de la justice, autant de thèmes qui correspondent en fait à des lignes de fracture en République centrafricaine, et il s'agit de retisser ces lignes de fracture. Moi, ce que je retiens, du forum de Bangui, en tout cas de la préparation du forum de Bangui, c'est que parmi tous les actes qu'on a vus passer, nous avons là un acte qui a soulevé une dynamique, qui a déclenché une dynamique qui me semble être positive. Cette dynamique a commencé avec le comité préparatoire du forum de Bangui qui était présidé par Madame Béatrice Epaille, qui a fait un excellent travail à la fois de rassemblement, d'ouverture, de clarté et aussi de rigueur, qui a rendu son rapport. Maintenant, on se souvient aussi d'un autre acte qui, pour moi, est un acte fort du forum, de la préparation du forum de Bangui, qui est l'épisode des fameux décrets que vous avez évoqués tout à l'heure. L'épisode de ces décrets qui ont dû être rapportés par la chef de l'État de transition est très significatif, à mon avis, de ce qu'aujourd'hui les Centrafricains ne veulent plus accepter tout. Ont décidé de ne plus accepter n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Maintenant, les choses ont repris le bon chemin et l'acte d'hier, celui de la signature de cet accord qui a été mentionné, me paraît aller dans la même voie. Je pense que tous les éléments sont réunis maintenant pour qu'on réussisse ce forum. Le tout ne sera pas le forum, le tout sera ensuite de voir si enfin ce forum-ci sera celui qui s'inscrira dans la réalité des Centrafricains. Monsieur Talla, un mot peut-être sur la situation en Centrafrique et le forum de Bangui qui doit avoir lieu très prochainement. La Centrafrique est un pays que j'aime beaucoup parce qu'à l'époque du feu président Félix Patassé, j'ai été plusieurs fois à Bangui, j'ai assisté à quelques réunions avec ce président. Il était ambitieux et j'ai été parmi les gens qui n'ont pas supporté le déchirement de ce peuple. Et étant de la sous-région, mon souhait, c'est que la Centrafrique puisse, à travers ce forum, retrouver son unité et qu'un accord de toutes les parties puisse être, lors de ce forum, signé pour qu'enfin la Centrafrique puisse occuper sa place, qu'on puisse organiser des élections libres et crédibles, afin que cette sous-région puisse se développer ensemble. Et nous, autres musiciens, si la Centrafrique est debout, il est sans doute sûr que nous allons vendre plus de disques et que le pétrole ou d'autres denrées qui passent par le Cameroun fera en sorte qu'on puisse avoir moins de personnes tentées d'aller en Europe et de se noyer sur les bateaux. Au Togo, l'élection présidentielle aura lieu le 25 avril, soit ce samedi. Et selon la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, tout a été mis en œuvre pour garantir un scrutin apaisé, libre et transparent. Lefty Ounouf. Un fichier électoral consensuel pour le scrutin présidentiel au Togo. Au thème des travaux de consolidation du fichier électoral, la CENI, les représentants des 5 candidats, l'opérateur technique et l'OIF ont trouvé un consensus sur le fichier électoral devant servir à organiser le scrutin. Nombre d'électeurs, 3 509 258, dont 1 807 166 femmes et 1 702 092 hommes. Nombre de centres de vote, 4 112. Nombre de bureaux de vote, 8 994. La mission de l'OIF a formulé plusieurs recommandations en vue d'une amélioration du fichier électoral et de sa bonne gestion à l'avenir. Avant la révision des listes électorales, la CENI a pris des dispositions pour désengorger certains centres de vote. C'est le cas de la commune de Grand Lomé, où une grande concentration d'électeurs avait été observée en 2013 à l'occasion des législatives. La consolidation du fichier électoral a pris en compte ces centres et en ce moment, un communiqué de la CENI informe les électeurs des centres concernés. Ces électeurs peuvent également, comme tout autre électeur, envoyer leur numéro de carte
par SMS au 1010 et recevoir en retour le numéro de leur bureau de vote et le centre d'inscription. Dans le cadre de ce scrutin, les forces de défense togolaises ont déjà voté par anticipation afin d'être disponibles pour le scrutin. Les Togolais éliront leur président de la République le samedi prochain. Jean-François, on a assisté à une campagne électorale plutôt apaisée. Est-ce que c'est un bon présage pour la suite? Je le souhaite. Je souhaite que ce soit un présage qui permette de ne pas renouveler le précédent de 2005, où on se souvient qu'il y a eu des morts, des centaines de morts, et puis des milliers de blessés. Et c'est peut-être la raison qui explique notamment que les forces de défense vont voter avant pour être disponibles sur le terrain au moment de la proclamation des résultats. On peut toujours le craindre, mais bon. Le ton de la campagne avait été quand même, comme vous le rappelez, est prometteur. C'était une campagne apaisée par rapport à un début qui s'annonçait relativement chaud, où il y avait des contestations sur tous les éléments préparatoires des élections, et notamment sur la CENI, sur les listes électorales, sur la distribution des zones de vote, etc. La campagne s'est apaisée de la même manière que je crois, d'une manière générale, pendant la présidence de Faure-Gnassingbé, on a assisté aussi à une amélioration de ce point de vue-là. La parole est devenue plus libre, mais aussi respectueuse des uns et des autres, et on assiste assez peu. On a assisté assez peu à des choses assez détestables que l'on voit dans d'autres campagnes ailleurs. On peut espérer que c'est de bons présages, et puis l'élection est à un tour. Suffrage est à un tour, avec, c'est pas la question que vous m'avez posée, mais avec cette pléthore de candidats de l'opposition, en un tour, je ne sais pas si l'un d'entre eux va se détacher face à celui qu'on appelle maintenant le fort. Mais quel joli jeu de mots, Jean-François, ça nous avait manqué. Alors, Gratien, justement, comme le soulevait Jean-François, un scrutin à un tour, avec le président donc sortant Faure-Gnassingbé et 4 candidats de l'opposition. Ça paraît compliqué, justement, pour cette opposition qui n'a pas réussi à s'accorder sur une candidature unique. Oui, ça paraît compliqué. En même temps, on peut dire que l'opposition n'a pas présenté un candidat, donc il n'y a pas, finalement, un candidat qui doit... Bon, il y a quelqu'un qui émerge, mais en même temps, si vraiment ils avaient voulu, compte tenu de ce contexte d'élection, une élection à un tour, ils auraient dû se mettre ensemble, au moins pour battre Faure-Gnassingbé. Mais ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est question d'exister, de participer à ces élections, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, souvent, le problème qui s'oppose, c'est que quand on ne se présente pas aux élections présidentielles, on a l'impression, même les militants ont l'impression que le parti n'existait plus dans la coalition. Les gens vont plus adhérer dans le parti de celui qui va se présenter, même quand il y a une coalition, il y a un représentant de l'opposition. Donc c'est surtout ce danger qui fait que souvent les gens aimeraient bien se présenter, même jusqu'à pratiquement, je dirais entre guillemets, tuer la démocratie, parce qu'on aurait aimé qu'il y ait une alternance au Togo, comme dans plusieurs pays. Ça serait un bon exemple dans d'autres pays aussi. Alors Jean-François, très rapidement avant de clore ces débats, peut-être un mot sur les observateurs internationaux qui ont été mandatés. Alors, le Togo a une particularité dans cette élection, c'est qu'il y a, je crois, la plus forte concentration d'observateurs internationaux au mètre carré. Tout le monde est là-bas. Tout l'Occident, toutes les organisations, l'Union africaine, la CEDEAO, tout le monde, il y a tant d'observateurs qu'on peut se demander si ça ne fait pas un observateur pour 10 électeurs. Mais bon, d'une part, c'est une bonne chose, dans l'absolu, qu'il y ait des observateurs du bon déroulement des élections, mais quelque part, ça me fait toujours mal de considérer qu'il n'y a qu'en Afrique que lorsque des élections se déroulent, on a besoin de déplacer la terre entière pour vérifier que les gens votent bien et que tout ça est bien organisé. J'espère que cette phase n'est qu'une phase transitoire et que bientôt, on assistera en Afrique à des élections qui se déroulent comme partout ailleurs dans le monde, avec des observateurs qui sont nationaux et qui sont les représentants des partis politiques du pays. Et ce sera le mot de la fin, Jean-François, puisque c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.